Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, les plateaux où vous avez débuté au bas de l'échelle vous ont permis d'atteindre des sommets. Vous êtes un homme de l'ombre qui va aujourd'hui nous éclairer sur son parcours. Bonjour Alain Pancrazy. Bonjour, merci de m'accueillir dans cette émission. Alors, il faut savoir que le grand public ne vous connaît pas, que vous êtes un homme de l'ombre, on vous voit sur des génériques, mais on lit pas souvent les génériques à la télévision ou au cinéma. Et en même temps, vous avez un parcours étonnant, avec des noms mythiques qu'on va découvrir, et puis une série sur France 2. Donc, on va évoquer tout ça. Et le principe des clés d'une vie, c'est de raconter ça à travers des dates clés. Et des dates clés qui ne vous concernent pas directement, comme celle du 23 novembre 73. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Eh bien, écoutez ce générique, cette bande originale. Ah, magnifique, Le magnifique de Philippe de Broca. Et ce film qui est culte, eh ben, vous l'avez vécu en direct, Alain Pancrazy. Oui, j'étais régisseur, j'avais comme chef Alain Belmondo. Le frère de Jean-Paul. Le frère de Jean-Paul. C'est là où j'ai rencontré Philippe de Broca, extraordinaire, avec les frères Mouchkine et Dansigère. Et ça a été une de mes premières expériences formidables. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais de travailler sur ce genre de projet. Oui, parce que Belmondo était à l'époque un cascadeur. Je crois d'ailleurs qu'il s'est blessé pendant le tournage. Oui, il s'est blessé pendant le tournage, c'était une star. Mais moi, j'étais donc... Mais je ne me rendais pas compte de ce que je faisais à l'époque. Je m'en suis rendu compte après. Voilà. Et je crois que c'est dans ce film-là qu'il a fêté ses 40 ans, Belmondo. Exact. Et c'était des fêtes magnifiques parce que... C'était à l'époque, sur les tournages, des fêtes magnifiques où on rigolait beaucoup et on pouvait faire des pots de fin de film sans pour ça se prendre des risques sanitaires. Voilà. Et en même temps, je crois que Belmondo, c'était quelqu'un qui, entre deux prises, faisait des farces, parlait de football. Oui. Il faisait même plus que des farces, et nous, on lui en faisait aussi. Voilà. Et en même temps, il ne répondait pas aux journalistes, sauf quand on l'appelait pour lui parler de son père, Paul Belmondo. Je ne sais pas si vous le savez, c'est l'astuce. Quand je voulais l'avoir au téléphone, je disais, je vais faire un article sur votre père. Et il m'appelait immédiatement. Ben oui, c'était quelqu'un où la famille est très importante pour lui. D'ailleurs, on l'a vécu avec son frère. Et on adorait, avec Alain, faire des blagues à son maquilleur qui s'appelait Chadi Bessarien à l'époque. Quel genre de blague? Des blagues... Des blagues. Donc, nous sommes à une heure décente, donc on les racontera pas. Alors, il se trouve que Alain Belmondo, il était le Des fois, on lui mettait une échelle pour voir ce qu'il faisait dans la loge. Oui. Et on faisait circuler toute l'équipe technique, on faisait pas payer. Bon, voilà. Bon, on a compris. Alors, il faut savoir aussi que Le Magnifique, c'est un film culte. Est-ce que vous vous rendiez compte à l'époque que ce film serait culte? Non. Moi, à l'époque, je faisais ce métier avec passion. On s'en rendait pas compte. On vivait au jour le jour. Et on ne se rendait pas compte que ça allait devenir un film culte. Voilà. Bah, Christophe Le Friand s'est appelé Bob Sinclair, comme dit J, parce qu'il était passionné par ce film. Oui, c'est formidable. Alors, à l'époque, vous travailliez avec Alain Belmondo. Au départ, vous n'avez pas fait d'études de cinéma, vous étiez chauffeur, je crois, Alain Pancrazy. J'étais chauffeur à la SFP. Ensuite, j'ai été viré. Ah bon? Ensuite, oui, parce que je me suis disputé avec le chauffeur qui ne voulait pas décharger. Parce qu'à l'époque, le chauffeur conduisait, l'autre il déchargeait. Donc voilà, donc on a un petit différent. Donc j'ai été viré. Et ensuite, j'ai fait des stages à la décoration, au montage, et j'ai découvert la régie à travers le stage, et j'étais passionné par la régie. C'est un métier qu'on ne connaît pas, Alain Pancrazy. La régie, c'est un métier formidable. D'abord parce qu'il faut s'occuper des autres, et j'adore ça. Et quand j'arrivais dans une ville comme régisseur, la première des choses que je faisais en sorte que chaque technicien avait dans sa chambre les hôtels, les meilleurs hôtels, des réductions, où ils pouvaient tout faire, la pharmacie, le tout bip. Donc ils arrivaient déjà presque en pays conquis, comme chez eux. Alors, Alain Belmondo, c'est le frère de Jean-Paul. On en a peu entendu parler. Moi, je me souviens quand j'allais au Théâtre des Variétés dirigé par Jean-Paul, c'était toujours Alain Belmondo qui vous accueillait. Toujours. Vous l'avez rencontré comment, Alain? C'est le hasard. C'est en fait, je suis arrivé comme stagiaire avec des pattes d'éléphant et un accent à couper au couteau. Et je pense que c'est ça qui l'a fait rire, quoi. Un accent de Marseille. Oui. J'ai peut-être encore un peu gardé. Alors, que j'essaye de garder en tout cas. On ne le sait pas, mais Alain et Jean-Paul Belmondo, c'était vraiment un duo pendant des années. Ah oui. Comment ça se passait? C'est deux frères. Un esprit de famille très important, très complice. Et j'ai travaillé avec Alain pendant plusieurs années. J'ai fait avec lui donc Le Magnifique, j'ai fait Stavisky, j'ai fait... D'autres films dont on va parler. D'autres films. Mais en même temps, on apprenait ce métier sur le terrain. Il n'y avait pas d'école pour apprendre la régie. Non, il n'y a pas d'école pour la régie. Et à l'époque, on faisait tout. C'est-à-dire, on faisait les repérages, on s'occupait de la figuration, on faisait les voitures ventouses.
On travaillait samedi, dimanche, 24 heures sur 24. Quoi. Et il y avait une progression, c'est-à-dire Oui. on devenait régisseur adjoint, régisseur. Comment ça se passait? On démarrait stagiaire, régisseur adjoint, régisseur général et directeur de production. Oui. Et quand on passait de régisseur adjoint à régisseur général, le régisseur général qui passait directeur de production vous confiait sa boîte de figurants, où il avait 200, 300 ou 400 figurants. C'est une forme de parrainage, quoi. Ça veut dire que les figurants, il fallait ensuite trouver les figurants pour le spectacle, pour Voilà, un film. Exactement. Comment... L'assistant réalisateur s'occupait, lui, des acteurs, et le régisseur s'occupait de la figuration. Et ensuite, vous êtes devenu directeur de production à Lapin-Grazi. Oui. Qu'est-ce que c'est ce travail directeur de production? Alors, c'est un travail un peu particulier parce que c'est un peu moins convivial, puisqu'on discute d'argent, donc c'est un peu plus... Il y a une position qui est différente. Et moi, j'avais une astuce sur mes productions. Quand j'arrivais dans des bureaux où les producteurs étaient très riches, je demandais le bureau le plus désuet de la société pour pouvoir mieux négocier les salaires. Voilà. Mais en même temps, c'est un métier qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous avez 14 comptables qui vous apportent des parapheurs. Là, ça se passait quand même à la bonne franquette. À Surtout, j'avais une gomme et un crayon. Je n'avais pas d'ordinateur, on faisait des devis, on rectifiait tout. Mais l'avantage, c'est qu'on connaissait nos devis par cœur. Voilà. Parce qu'on n'avait plus affaire à un ordinateur. C'est un métier d'artisan en même temps. C'est un métier d'artisan, de passion et surtout de travail. Alors, il y a des films sur lesquels vous avez travaillé. Il y a celui-ci, par exemple. Approche-toi du micro. Le retour du Grand Blond. Le retour du Grand Blond, et vous avez travaillé sur ce film, qui est un film mythique aussi. Oui, aussi. J'ai eu la chance de travailler sur ce film, donc avec Pierre Richard. C'était à l'époque, je crois, Guy Blanc qui était directeur de production et qui était produit par, je ne sais plus par qui d'ailleurs, mais c'était le retour du Grand Blond. C'était aussi à l'époque un phénomène, quoi. C'est-à-dire que ce film d'Yves Robert a été un véritable, ça a été un véritable phénomène. Un phénomène. Et moi, j'avais connu Yves Robert à travers la publicité, parce que j'avais travaillé pour eux en tant que régisseur sur des films de pub avec Yves Robert. Mais le retour du Grand Blond aussi, est-ce que on s'imaginait que ça devenait, que 50 ans plus tard, on verrait encore ce film? Non, personne. On imagine toujours faire un succès, mais on n'imagine pas que ça soit une référence cinématographique ou un chef-d'œuvre. On ne s'imagine pas, on est dans l'instantané, quoi. Et Yves Robert était connu comme grand metteur en scène. Il avait fait La Guerre des boutons alors que personne n'y croyait. Et c'était un metteur en scène d'une précision, d'une gentillesse particulière. Très gentil. Et moi, j'adorais. J'ai travaillé avec lui pendant longtemps. Et c'est vrai que c'est un metteur en scène très pointilleux. Voilà. Et en même temps, ce metteur en scène... il était producteur aussi. Producteur. Bernard Blier veut travailler dans ce film. Il a dit impossible, t'es mort dans le précédent. Oui. Et on a mis une photo. Et puis, il y avait Mireille d'Arc. Passion. Femme extraordinaire, gentille. Voilà. Et même plusieurs années, chaque fois qu'on se croisait dans des restaurants, elle a toujours eu une attention très délicate à mon égard, quoi, même après plusieurs années, quoi. Et puis, il y a un autre film aussi culte sur lequel vous avez travaillé à Lapin-Grazi. Ah oui, le vieux fusil. Le vieux fusil, le vieux fusil. Là aussi, c'est un film qui a traversé les générations. Oui. Comme, Robert Indrico, régisseur général, Alain Belmondo comme directeur de production. Et c'est un film culte, on s'en a toujours pas aperçu. Et à l'époque, pour l'anecdote, on avait pris un décorateur qui n'était pas un décorateur de cinéma, qui était un vrai décorateur. Donc il faisait des décors en dur. Et c'est sûr, ça a posé quelques problèmes aux cascadeurs avec des décors en dur. Et il y avait Romy Schneider qui était magnifique. Romy Schneider, Philippe Noiret, il y avait... oui. En même temps, il y avait la joie de vivre de Philippe Noiret, et Romy Schneider était beaucoup plus triste. À l'époque, elle était donc avec... effectivement, elle passait une période difficile. Et puis, il y avait une assistante réalisatrice qui était Claire Denis. Claire Denis, qui a fait une carrière de réalisatrice extraordinaire, et qui, à l'époque, était l'assistante. Il y a aussi Jacques Santi, je crois. Jacques Santi, qui a été Michel Tanguy à la télévision. Exact. Donc, c'était quand même un attelage atypique. Et un attelage atypique aussi, c'est celui de cet autre film. Que la fête commence de Bertrand Tavernier. Oui. Ah oui, que la fête commence de Tavernier, exactement. Et là aussi, vous étiez... Là, j'étais régisseur adjoint là-dessus. Film formidable. C'est pareil, j'ai fait ce film sans savoir que plus tard, ça serait un film culte, quoi. Et travailler avec Tavernier, c'était facile? Extraordinaire. Il avait un très bon chef opérateur qui s'appelait William Glenn.
Et ils faisaient un duo tous les deux extraordinaire, parce qu'un amenait toute sa technicité et l'autre amenait tout son talent artistique. Et il y avait Noiret et Rochefort, Formidable. qui était un duo peut-être pas facile à gérer parce qu'ils étaient Très complices. difficile. C'est comment on faisait? En fait, c'était deux grosses personnalités, mais qui s'entendaient à merveille de temps en temps, et puis de temps en temps, ils étaient un peu en compétition, quoi. Et dans ces cas-là, comment on fait? C'est le metteur en scène qui transigeait. Voilà. Et il y avait des figurants qui s'appelaient Thierry Lhermitte Et Gérard Jugnot, et Christian Clavier. et Christian Clavier. Personne ne les connaissait à l'époque. Personne. Vous les avez vus débuter? Je les ai vus débuter, et ensuite, j'ai fait débuter Gérard Jugnot dans la publicité. Voilà, on se va en retrouve parler de ça. plusieurs années après. Et puis il y a un autre film dont vous avez été directeur de production, mais beaucoup moins connu, qui s'appelle La Frisée au lardon. Ah, j'adore. Ce film est totalement inconnu. Totalement inconnu, avec un certain Jacques Pessis, Oui, qui ça a c'est eu vrai. un rôle Ça c'est important, l'anecdote. qui avait un rôle important dedans, qu'on a négocié son salaire de manière âpre. Mais surtout, ce film, c'était un scénario écrit à la va-vite Oui. et surtout une ambiance qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Non, on vivait tous dans un centre de vacances. Et on les nourrissait avec du Findus, et c'est sûr que c'était très, très collégial, quoi. Absolument, mais en même temps, ce genre de film aujourd'hui, on ne peut plus imaginer faire des films comme ça en improvisant complètement. C'est fini. Pourquoi? Parce que C'est fini parce qu'il y a d'autres interlocuteurs, il y a des chaînes, il y a des diffuseurs, il y a des vendeurs internationaux, et le public n'est pas le même. Donc la façon de travailler a changé. oui, et en même temps, c'était des films où on n'avait pas de budget, on tournait quand même. Oui. On se débrouillait. Des fois, on n'avait pas les budgets pour finir, on se débrouillait pour finir les films. Voilà. Des fois, on démarrait les films sans avoir bouclé le budget définitif. Voilà, mais ça a changé depuis et on va en parler avec une autre date, le 4 janvier 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Pancrazi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alain Pancrazi, producteur de cinéma et de télévision. Nous parlerons tout à l'heure de L'amour presque parfait, dont vous verrez la suite jeudi sur France 2. Mais vous avez fait plein de choses dans votre vie et grâce à vous, on découvre les coulisses du monde du cinéma, de la télévision et de la pub. Et le 4 janvier 80, il y a un concert annulé à Strasbourg à cause de cette chanson. Serge Gainsbourg, aux armes, etc. Les paras sont entrés dans la salle pour empêcher le concert. Gainsbourg est venu vers eux pour leur chanter la Marseillaise. En vrai, ils se sont mis au garde à vous, ils sont sortis. Mais Gainsbourg, c'est un personnage qui a marqué votre carrière, car grâce à lui, vous avez obtenu un Lion de bronze à Cannes avec un film sur un lave-vaisselle, la démocratie. Oui, alors j'ai rencontré bien sûr Serge Gainsbourg dans une boîte. Oui, très tard. Très tard. On a sympathisé et je lui ai proposé de faire donc de la publicité. Il me dit Alain, moi je veux bien faire de la pub, mais si c'est des filles, du cigare ou des voitures. Donc on a signé un contrat. Moi j'étais au bord du dépôt de bilan et puis une agence m'appelle, me dit voilà, je veux travailler Serge Gainsbourg. J'ai dit écoutez, c'est quoi le concept? Un lave-vaisselle. J'étais dans la mouise. J'appelle Serge à midi. Je dis Serge, voilà, j'ai un projet pour toi. Il me dit quoi? C'est des filles? Non. C'est une voiture? Non. C'est de l'alcool? Non. Du cigare? Non. C'est quoi? La vaisselle? Non, je fais pas. J'ai dit Serge, j'arrive. J'ai pris ma voiture, j'ai débarqué à Saint-Germain. J'ai dit Serge, si on fait pas cette pub, je dépose mon bilan. On a fait la pub. On a pris Jules Jacquin comme chef opérateur. On a fait une première réunion dans une agence où on a attendu Serge 3 heures, qui est arrivé vers bouteille. Oui. On a fait cette pub et on a eu un lien à Cannes. Et on l'a fait pour un prix dérisoire. Ça a tellement été positif que le patron de l'agence m'a dit Alain, je veux signer un contrat avec toi. Et j'ai signé une exclusivité avec lui pour tous les films de l'agence, et ce qui m'a permis de démarrer dans la pub. Voilà, parce qu'effectivement, ce Lion de bronze, à Cannes, on connaît le festival de Cannes, mais il y a également un festival du film publicitaire à la Pancrazi. Exact. Et ce festival est vraiment nous fait rentrer dans le monde d'une manière plus facile si on a des prix. Voilà. Et d'ailleurs, l'année où vous avez eu ce Lion de bronze, je crois que le Lion d'or a été attribué à McDonald's, et c'est la première fois qu'ils avaient un prix, et depuis, ils l'ont eu 33 fois. Oui, c'est vrai. Alors, ce film publicitaire, il y avait une mélodie. C'est la mélodie de la pub Brandt de Gainsbourg. Ah oui. Et c'est vrai que Gainsbourg, c'était un personnage qui, après vous, il a fait plein de films publicitaires. Plein de films publicitaires. Il a même fait, je crois, un film avec Adjani et Jane Birkin sur Woolite. Exact. Pour RSCG à l'époque, oui, c'est vrai. Et à l'époque, les stars qui faisaient de la pub, c'était pas si courant.
À l'époque, ils avaient du mal à faire de la pub. Une fois qu'une star a fait une pub, ensuite derrière, les autres suivaient. Mais le plus difficile, c'est décrocher la première star pour faire une pub. Alors, on vous a quitté directeur de production et vous voilà maintenant dans le monde de la pub, c'est-à-dire que vous êtes producteur de films publicitaires, qui est un univers aussi qu'on connaît très mal, Alain Pancrazy. C'est un univers particulier où l'exigence, la qualité et les réalisateurs, les chefs opérateurs ont beaucoup d'importance. À l'époque, on allait chercher des chefs opérateurs en Angleterre ou aux États-Unis. C'est plus le cas aujourd'hui. Et on allait chercher des réalisateurs qui pouvaient faire des films à des budgets colossaux. Parce que vous avez fait tourner Roman Polanski, beaucoup d'autres. Comment ces gens qui sont des gens de cinéma acceptaient de faire de la pub à l'époque? Parce qu'on n'en parlait pas tellement. D'abord, le fait que je vienne du long métrage, j'avais accès à eux d'une manière plus facile. Parce que vous aviez travaillé avec Alain Belmondo. Exact. Donc ça me donnait une porte, ça me donnait un accès que d'autres personnes qui ne les connaissaient pas avaient du mal. Et puis c'était un univers qu'ils découvraient, et c'était pour eux aussi une nouvelle expérience. Dans une pub, on peut essayer des nouvelles caméras, on peut essayer des nouvelles choses qu'on n'a pas le temps de faire au cinéma. Oui, en même temps, il faut des vrais scénarios. Oui. Et on connaît mal ce monde-là, parce que c'est un monde qui est en plein développement quand vous commencez. Il évolue. Là, oui, il a démarré à l'époque, c'était un monde qui était un peu sur le côté, et petit à petit, avec la qualité des films de pub qui ont été produits, c'est devenu intéressant pour tous les réalisateurs de long métrage. En même temps, je crois que Jean-Marie Poiret a fait de la pub, Pascal Thomas a fait de la pub, tous les grands ont fait de la pub, et vous les avez convaincus? Oui, j'avais beaucoup de charme à l'époque. Non, mais en même temps, pour les convaincre, il faut qu'il y ait un scénario. Ça se tourne en quelques jours, une pub, ça se passe comment? Ça dépend, ça peut se tourner. J'ai fait des films avec Jean-Marie Poiret qui ont duré une semaine de tournage. J'ai tourné avec Pascal Thomas qui ont tourné 48 heures. Ça dépend des sujets, ça dépend des storyboards en fait. En fait, l'agence nous confie un storyboard, on doit trouver un réalisateur qui est le plus adapté à le concrétiser. En même temps, c'est une façon de gagner de l'argent de poche très facilement. Un peu plus que de poche, mais oui. Alors, il se trouve que la pub et l'image ont toujours fait bon ménage finalement. Oui, ça continue. Mais ça a commencé avec la pub qui est arrivée à la télé. Avant, il y avait quelques pubs au cinéma, mais c'était pas ça. Non, c'est la pub à la télé qui a déclenché tout ce phénomène de nouveaux réalisateurs et de gens qui étaient intéressés à rentrer dans cet univers. La première pub au cinéma, parce qu'à l'époque il y avait des pubs au cinéma, elle date du 18 octobre 1898. C'est Félix Mesguich, qui est boulevard Montmartre, qui a installé une caméra venant des Frères Lumière et qui filme une pub qui vante les mérites de la société Ripollin. Oui. Et ça a beaucoup évolué depuis. Depuis, c'est devenu, la technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, la technologie dans la pub est précurseur sur tout. Il y a des nouvelles machines, il y a des nouvelles caméras, l'utilisation de techniques où il y a les drones. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont venues de la pub, qui ont été amenées au long métrage. C'est-à-dire que vous avez fait, je crois, plus de 1000 films publicitaires. Oui. C'est quand même énorme. Mais ce sont des choses qu'on peut mal imaginer quand on ne sait pas que c'est en même temps une école pour le metteur en scène. C'est une école parce qu'il y a une forme de liberté aussi, de créativité, d'utiliser des moyens qu'il n'a peut-être pas les moyens d'utiliser au cinéma. Gérard Jugnot, par exemple, que vous avez fait débuter, comment ça s'est passé et pourquoi? Alors, Gérard Jugnot, c'est grâce à son agent, à l'époque il s'appelait De Martode, qui m'a dit, voilà, Gérard, vous voudrait faire de la pub, est-ce que tu veux... Donc je lui fais faire son premier film de pub. Là, c'est devenu une star incontestable dans cet univers. On est devenus très amis, d'ailleurs. Depuis, je suis toujours très ami avec lui. Et c'est quelqu'un qui, à travers la pub et ses longs métrages, a pu profiter de toute cette technique. Oui, ça l'a aidé à faire ensuite des films. Ça l'a donné la possibilité d'essayer certaines choses. Et puis, il y a des... J'ai même fait avec Gérard Jugnot certains films qu'il ne voulait pas faire, je lui ai joué au tennis. C'est-à-dire il ne voulait pas faire telle pub. J'ai dit, écoute, si je gagne, tu la fais. Si tu perds, tu ne la fais pas. Il a perdu. Il a accepté. Il a accepté parce que j'ai été malin. Je l'ai amené dans un terrain où il n'aimait pas. J'ai fait venir du monde parce qu'il détestait du monde. Et je lui ai dit que je m'entraînais tous les matins. Oui. Donc du coup, il a perdu son pari. Voilà. Et en même temps, remarquez, perdre son pari au tennis quand on est un enfant de la balle, c'est pas logique. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a des comédiens qui ont survécu grâce à la pub. Je pense à Louis de Funès. Ça, je sais pas, ouais. Louis de Funès a tourné 7 films publicitaires quand il n'y avait pas un rond, dont un pour une brillantine pour les cheveux, ce qui est assez particulier. Ouais. Et ça l'a permis de vivre, car la pub permet à des metteurs en scène, à des comédiens de vivre. Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, il y a aussi les acteurs qui font de la pub, qui ont accepté. De plus en plus.
Au départ, il voulait pas. Au départ, il voulait pas. C'est José Gala qui a commencé à faire avec Oulit, a commencé à mettre des stars. Et puis petit à petit, tout le monde s'est habitué à ça. Comme pour la télévision. À une certaine époque, les gens voulaient pas tourner pour la télévision ou des séries. Et maintenant, tous les acteurs sont capables ils sont d'accord pour tourner pour la télévision, pour faire des séries. Et puis, vous avez travaillé avec Thierry Ardisson quand il faisait encore de la pub. Oui. Je crois qu'il avait fait le slogan. C'est lui qui a trouvé le slogan « Touche pas à mon pote ». Il a fait la campagne d'Harlem Désir. Oui, exact. Ça y jouait. Non, j'ai travaillé avec Thierry Ardisson, un personnage merveilleux, atypique. C'est-à-dire très créatif. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup s'en sont inspirés. Oui, mais en même temps, il faisait de la pub. Vous n'imaginez pas qu'il ferait de la télé un jour? Non. Au départ, c'était surtout un homme extrêmement créatif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un créatif dans le monde de la publicité? C'est quelqu'un qui va aller chercher une idée atypique, qui va valoriser le produit d'une manière populaire. Et donc, les ventes sans... Mais il y a des pubs qui sont devenues des classiques, justement, comme ça. Qui sont devenues des pubs occultes. La pub du jogger qui s'appuie sur sa voiture et que le gars qui livre et qui fout la voiture dans le fossé, c'est hyper drôle. Oui, et en même temps, il faut trouver le sujet, il faut trouver l'angle, et on ne sait jamais si ça va marcher ou non. Non, on ne sait pas. Et là aussi, il y a un avenir certain à la pub au cinéma. Je pense que ça va changer. C'est-à-dire? Je pense que la pub aujourd'hui va être beaucoup plus dirigée vers les annonceurs. C'est les annonceurs qui auront plus de pouvoir de décision que les agences. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'agence qui faisait le film de pub. Aujourd'hui, les annonceurs vont aller plutôt vers des formats courts, vers de la récurrence, des genres de séries, des mini-séries. C'est ce qu'on fait, nous, d'ailleurs, avec Casto, c'est ça? Oui, avec... Voilà, donc on fait des mini-séries qui fédèrent le public. Et puis, il y a quelqu'un qui a aussi fait un film publicitaire très marquant, c'est Steven Spielberg. Il a adapté pour Atari son jeu E.T. Il a sorti le jeu vidéo inspiré du film, et il y a l'extraterrestre déguisé en Père Noël. C'est le film publicitaire américain le plus célèbre. C'est extraordinaire. Mais des garçons comme Spielberg acceptent de faire de la pub. Mais c'est créatif. Oui. C'est créatif, c'est drôle. Et ça le permet de tester des choses sur des formats courts aussi. Alors, on a parlé de pub, on a parlé de vos débuts, on va parler de la suite avec une autre date, le 25 avril 1984. A tout de suite sur Sud Radio avec Alain Pancrazy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alain Pancrazy. Donc avec vous, on découvre les coulisses de la production. On a vu comment on est régisseur, directeur de production, comment on fait des films publicitaires. Et vous êtes producteur aussi de L'amour presque parfait qu'on voit sur France 2. Mais là, je reviens au 25 avril 1984. C'est une de vos premières productions pour le cinéma. Un événement, c'est ce film. 100 jours à Palerme. 100 jours à Palerme, et qui a été un événement en Italie et en France, Alain Pancrazy. 100 jours à Palerme, Lino Ventura, tournage à Palerme pendant 3 mois. On allait manger des pâtes avec Lino en Italie, où il mangeait des pâtes. Extraordinaire. Il faisait les pâtes? Oui, il faisait les pâtes sur le tournage, et des fois on allait manger à Rome un plat de pâtes, et chaque fois il me servait le plat de pâtes, et lui mangeait dans le récipient. Et je lui ai posé la question, et il m'a répondu, parce que la sauce est au fond. Voilà. Mais il adorait faire des pâtes. Et il y a eu un match un jour avec Georges Brassens, je ne sais pas si vous le savez, non. Et c'était à celui qui mangerait le plus de pâtes, et c'est Brassens qui a gagné au 15e plat de pâtes. Mais Ventura, c'était un personnage que vous avez fait tourner, donc c'est une de vos premières productions de cinéma, exact. Donc, et que vous avez fait tourner, qui était un personnage pas toujours facile à aborder. Alors, moi, je ne l'ai pas trouvé comme ça. Je l'ai trouvé très paternel, on connaît tous Ventura. Il y a pas c'est un mec formidable. J'ai rien à dire sur lui. J'ai joué au tennis avec lui. Oui. J'ai joué aux cartes avec lui. Il aimait pas perdre. Oui. Mais il pouvait être quelquefois pas violent, mais son regard faisait peur quelquefois quand il n'avait pas envie de parler à quelqu'un. On l'abordait difficilement, mais moi j'ai jamais eu ce sentiment-là. Mais je sais aussi qu'il se fâchait quelquefois, notamment sur les tontons flingueurs, parce que Francis Blanche ne te disait pas le texte exact, et ça le mettait en colère. Oui. Ça, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui était hyper pro, qui était toujours à l'heure et qui supportait pas les gens qui arrivaient en retard. Alors, ce film 100 jours à Palerme, il l'a accepté parce que finalement, c'était ses origines italiennes. Exactement. Et ce film, rappelons-le, c'était l'histoire vraie des 100 derniers jours du général des Carabiniers face à la mafia.
Et c'est la première fois qu'on tuait une femme aussi, C'est-à-dire, la femme du général de la Chiesa. elle était tuée. Et vous racontez ce film qui était Exactement. un film contre la mafia. C'était pas évident à tourner. Pas du tout évident. D'abord, on était escorté par les carabinieri. Le tournage a été interrompu pendant une semaine. Et Pourquoi? je sais pas. On a eu, nous, l'interdiction de tourner pendant une semaine. On n'a jamais connu la vraie raison. C'est-à-dire que c'était un film pour la première fois où vous Exactement. dénonciez la mafia. Exact. Et c'est dangereux. Mais je m'en rendais pas compte. Hein. D'ailleurs, je me suis jamais rendu compte de tous les dangers qu'on parcourt dans ce métier. Quand Mais en même temps, comment vous êtes retrouvé dans ce film, dans la production de cinéma, en passant par la production publicitaire? Alors en fait, au départ, on m'a appelé d'Italie, le réalisateur, qui s'appelait Giuseppe Giuseppe Ferreira. Ferreira, qui voulait contacter Lino Ventura. Donc on l'a contacté, je l'ai contacté, on a pris un verre ensemble, on l'a proposé le sujet, qu'il a accepté, il adorait ce genre de sujet. C'est comme ça, mais à l'époque, j'avais pas l'argent pour le payer, donc je me suis débrouillé. Voilà. Mais il acceptait, c'était quelqu'un de très ouvert à tout. Oui, très ouvert. Il était même d'ailleurs à l'époque, à la fin du tournage, travailler pour la télévision. Et malheureusement, il est parti avant qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Voilà. Mais en même temps, il l'avait accepté parce que c'était ses origines italiennes. Je crois qu'il avait une mère qui parlait un sabir franco-italo-parmesan et il disait personne ne la comprend à part notre chien. D'abord, oui, c'est ses origines et puis le sujet l'intéressait beaucoup aussi. Et c'est comme ça que vous avez finalement démarré dans le cinéma à la Pangrasie. Exact. Parce que c'était pas votre but au départ. Non. Au départ, c'était mon but. Ensuite, je suis allé dans la pub et ensuite, je suis retourné au cinéma. Alors, le producteur de cinéma, bon, ça a aussi beaucoup évolué. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des parapheurs, des assistants, des comptables. À l'époque, c'était pas du tout ça, la Pangrasie. Non, à l'époque, c'était financé par les vendeurs, les distributeurs et les vendeurs internationaux. On avait deux interlocuteurs, qui étaient le vendeur international et le distributeur. Alors aujourd'hui, on a les chaînes, on a les plateformes, on a beaucoup plus d'interlocuteurs qui peuvent financer un film. Donc c'était un pari à chaque fois sur chaque film. À chaque fois. Et comment on faisait? On est parieur déjà, au départ. Moi, je me souviens d'un metteur en scène, d'un producteur qui, à 14 h, apprend les recettes du premier jour et dit « je suis ruiné » et il n'y a pas autre chose. Oui. Ça existait à l'époque? Il n'y a pas de producteur pauvre. Hein. Il y a beaucoup ruiné, mais pas de pauvres. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent toujours. Oui. Alors, il faut aussi produire des films, et ça n'a pas toujours été facile. Il y a un film qui s'appelle Bleu comme l'enfer, d'Yves Boisset. Exact. C'est un film qui a eu un grand succès, d'après un livre de Philippe Dian, qui n'était pas non plus facile à aborder à la Pangrasie. Non, avec Daniel Auteuil, d'ailleurs, oui. Qui était dans le rôle principal. Non, écoute, mais c'est vrai qu'on produit des films avec le cœur, des fois, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois ça devient des succès, des fois on s'y attend pas, des fois on pense qu'on a un succès, on l'a pas. C'est un métier incertain. C'est un jonglage. Oui. Et Philippe Dian, c'était quelqu'un à bord qui était... Pas facile. C'est-à-dire? Pas facile. Moi, j'ai pas eu contact avec lui, mais les auteurs qui travaillent avec lui, qui ont fait l'adaptation, l'ont trouvé exigeant. Oui, c'était quelqu'un qui avait commencé, je crois, par la relecture d'articles du journal détective, journal à scandale, avant de faire une carrière où il est resté seul dans son coin. Oui, exactement. Mais comment peut-on, un producteur peut-il ne pas parler à l'auteur? On peut lui parler à l'auteur, mais ensuite, entre le réalisateur, le scénariste et l'auteur, il y a une forme de complicité. Et souvent, c'est des débats, c'est des discussions, je suis d'accord, pas d'accord. Il faut arriver à convaincre, et c'est quelqu'un qui est difficile à convaincre. Et vous, dans ce métier que vous découvrez, finalement, vous avez pris beaucoup de risques, quelquefois, sans vous en rendre compte. Exactement. C'est vrai que, peut-être par légèreté ou par je ne sais pas quoi, mais je ne me suis jamais rendu compte des risques que je prenais. Et quelquefois ça a marché, quelquefois ça n'a pas marché. Voilà. Mais on apprend plus de ses échecs que de ses succès. Hein. C'est-à-dire? Les échecs, on réfléchit, alors que le succès, on est un peu sur un nuage, et on se dit tout nous réussit, c'est pas souvent le cas. Voilà. Et en même temps, quand on a un échec, comment on fait pour s'en remettre? Il faut tout de suite passer à la suite? Il faut passer à la suite, puis il faut être convaincu, puis c'est une passion. Voilà. Mais en même temps, le cinéma aussi a évolué depuis les années 80. Beaucoup. De quelle manière? Je pense qu'il est je pense qu'il est devenu plus commercial. Aujourd'hui, c'est très difficile pour un auteur de réaliser son film qu'il a dans le cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'intermédiaires et d'interlocuteurs. Donc, la décision définitive de faire un film est plus compliquée à prendre. Alors qu'avant, il n'y avait que le producteur à convaincre. Et vous aviez quelquefois trouvé des metteurs en scène peu connus, des auteurs peu connus, en disant je fonce. Oui. J'ai fait un film en Chine sur le karaté. Ça m'est arrivé aussi.
Ce serait plus possible aujourd'hui? Non. Non, non. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux, trop d'interlocuteurs en fait. Alors, il y a aussi un film que vous avez produit avec Carole Laure et Lewis Furet, au temps de leur splendeur. Rats and Rabbit. Voilà, ça aussi, c'était un pari. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et un coup de cœur. C'est-à-dire? J'étais très ami avec Lewis Furet parce que j'avais fait des pubs avec lui pour... comme quoi les deux se mélangent. Hein. J'avais fait des films de pub sur la caisse d'épargne. On avait sympathisé avec Carole Laure. Il m'avait proposé ce film. Et c'est vrai que je l'ai produit plus par amitié, parce qu'au départ, il avait un producteur français qui s'est désisté, et je me suis substitué à lui en cours de production. C'est comme ça que j'ai fait le film. Et on est toujours, bien sûr, avec Carole et Lewis, très amis. Voilà. Mais en même temps, ce sont des risques que vous prenez qu'on ne peut plus prendre aujourd'hui. Non. Et en même temps, le cinéma québécois est très connu en France, beaucoup plus que quand vous avez tourné ce film. Oui, je peux dire que je suis précurseur, mais en tout cas, j'ai fait les choses avec mon cœur, avec inconscience, avec plaisir, par amitié. Alors tout ça, c'est un mélange. Je veux dire, il n'y a pas de méthode particulière. Moi, j'ai fait les choses que je ressentais au moment présent. Voilà. Et l'image du producteur aussi a changé, parce que dans les années 50, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'était le monsieur avec son gros cigare qui passait sur le... Ça, c'est fini, ça. C'est fini. Ça existait vraiment? Ça existait vraiment. Moi, j'ai connu des gros producteurs qui avaient cette image-là. Ils n'avaient pas le gros cigare. Mouchkine et Danziger, c'était des immenses producteurs. Dorfman, le père Dorfman, grand producteur aussi. Ils n'avaient pas de cigare, mais ils avaient une énergie, une volonté, une force de conviction qui était extraordinaire. Oui, car le rôle du producteur, c'est de convaincre. Et c'est pas toujours facile. Vous avez eu du mal quelquefois avec certains acteurs? On a toujours du mal. Oui. Et en plus, le cinéma a évolué. Dans les années 80, quand vous avez débuté à la Pancrasie, le cinéma, les seniors y allaient, les jeunes y allaient. Maintenant, on s'adresse plutôt aux jeunes en priorité. C'est un monde qui évolue. Donc il faut s'adapter aujourd'hui. Le monde du cinéma a changé, de la télévision a changé. Les gens regardent les séries, ils vont moins au cinéma, ils ont des écrans qui font des colossaux, ils peuvent télécharger, ils peuvent faire Le monde a changé, donc il faut s'adapter à aujourd'hui. Et puis il faut flairer le bon sujet. On essaye. Comment on fait? Des fois, à la fois, lorsqu'on choisit un sujet, on est à la fois séduit par le réalisateur, séduit par le scénario. Eux aussi, ils arrivent à nous convaincre et à nous donner envie de le faire. Et après, c'est à nous de transmettre cette envie aux autres. Voilà. Alors, il y a des gens très connus, des gens moins connus. Par exemple, vous avez fait tourner Penelope Cruz et Charlize Theron. Voilà. Et ça, ils étaient au sommet de leur gloire. Au sommet de leur gloire. Tournage très compliqué. Pourquoi? C'est savoir qui avait la plus grande chambre. On en est là. Oui, on en est là. C'est vrai que les stars, quelquefois, ne sont pas faciles à gérer. Alors, pour l'anecdote, Penelope Cruz a un hôtel à Paris qui s'appelle Raphaël. Oui. Elle a une petite chambre avec une grande terrasse. Oui. Et Charlize Theron avait une grande chambre qui faisait le double sans terrasse. Oui. Elle a voulu déménager. Et il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout ça. Mais ça fait partie du métier. Je pense que si on n'aime pas ce genre de difficultés, il ne faut pas faire ce métier. Et il y a aussi... Je pense qu'il faut aimer les acteurs, il faut aimer les réalisateurs avec leurs caprices, leur envie, leurs désirs. Si on n'aime pas ça, il ne faut pas le faire. Et puis, il y a quelqu'un que vous avez découvert, et grâce à vous, maintenant, elle vit aux États-Unis, c'est Amanda Sterz. Ah, j'adore. Romancière, mais que vous avez fait débuter au cinéma, et c'était pas évident. Non, elle a fait son deuxième film et son troisième film avec nous, qui s'appelait Holy Land. Oui. Et c'est une femme formidable, brillante, intelligente, que j'adore, et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Oui, mais là aussi, elle a une image de romancière en France, elle arrive aux États-Unis, c'est pas évident qu'elle soit une grande réalisatrice, alors qu'elle l'est. C'est une grande réalisatrice. Parce qu'Holy Land, c'est une mise en scène formidable, la direction d'acteurs, des acteurs qui étaient compliqués à gérer et à diriger. Et on a tourné en Israël, on a tourné en Belgique, donc c'était un tournage très compliqué. Elle a respecté nos accords financiers. Et elle a fait un film formidable au niveau qualitatif. Et qui a été récompensé, je crois, à Los Angeles. Exact. Et à Palerme, justement. Et à Palerme, quoi, tout se rejoint. Et puis, il y a le court-métrage, parce que voici une cinquantaine d'années, on avait des courts-métrages en première partie au cinéma. Exact. Ça a disparu. Oui. Le court-métrage a disparu de manière générale. Hein. On en fait encore, mais de moins en moins. Vous en avez fait vous-même? Oui, pas mal. Et pourquoi? Alors, qui les regarde? Mais d'abord, on les fait souvent pour lancer un réalisateur, pour voir ce qu'il a dans le ventre, pour savoir exactement ses qualités artistiques. C'est un genre un test, un essai, quoi, quelque part. Mais on ne le verra plus au cinéma en première partie. Non.
Donc c'est un essai qui peut ensuite déboucher sur un film. Oui, mais c'est pas des budgets colossaux déjà. Puis le producteur doit prendre des risques. Son risque, c'est justement de faire des courts-métrages, de lancer des projets, de lancer des développements. Et puis voir ceux qui nous conviennent le mieux. Et ensuite, le court-métrage, peu importe, on le verra pas. Ce qui compte, c'est ce qui Et suit. surtout, pour moi, en tout cas, c'est un test. Et puis, vous avez fait des documentaires, dont un qui est assez étonnant, c'est comment devenir président avec François Hollande. Comment c'est né, ça? Alors ça, c'est grâce à Cyril Viguier qui a géré ce documentaire. Et on a fait un documentaire sur Hollande, on a fait un documentaire sur Reagan. Et c'est des documentaires qui arrivent comme ça, de manière... C'est Cyril Viguier qui m'a amené ce documentaire et je l'ai vraiment fait avec plaisir. Et Hollande a beaucoup d'humour. Beaucoup. Et il était content de ce film? Il était très content de ce film. Ensuite, on l'a retrouvé avec Gérard Jugnot, avec une projection de ses longs métrages à l'Élysée. Voilà, ça c'était un grand moment. C'est un grand moment. Jugnot Hollande, effectivement, ça peut faire rire. Autre date, le 19 janvier 2022, on en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Alain Pancrazi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alain Pancrazi. Donc on a vu les coulisses de la pub, les coulisses du cinéma, maintenant les coulisses de la télévision, puisque un feuilleton qui s'appelle L'amour presque parfait, 6 épisodes pour France 2, diffusé en 3 soirs, eh bien le 19 janvier c'était la première. Ce soir, ce sont les 3e et 4e épisodes de L'amour presque parfait, une comédie romantique comme vous les affectionnez. À moi d'abord, j'adore cette série. L'amour presque parfait, ça a bien marché d'ailleurs. Ça a très bien marché. Philippe Tessier, qui est producteur artistique avec moi sur la série, on a travaillé beaucoup. Pascal Pouzadou a fait une réalisation extraordinaire. Les acteurs Maud Becker, Tom Leb, ça a été extraordinaire. On a été très appuyés à la chaîne par Anne Holmes et Anne Didier. Et vraiment, on est très très fiers de cette série. On a eu une pub colossale, grâce à Nicole Sunville qu'on connaît. Et c'est vraiment quelque chose auquel ça m'a beaucoup touché. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à une époque comme la nôtre, la télévision sont surtout des séries policières. Et là, vous avez fait tout à fait autre chose à la Pancrazi. Et c'est assez étonnant, c'est rare. D'abord, on a eu la confiance de la chaîne pour pouvoir le faire déjà. On a eu une adhésion des acteurs formidable. D'abord, avant le tournage, ils sont partis 1 mois tous ensemble pour s'adapter, pour parler, pour se connaître. C'est ce que nous avions suggéré, parce que c'est difficile de commencer une comédie sans que les comédiens se connaissent. Donc on a fait, avec Philippe, on a fait ça pour qu'il y ait vraiment une osmose entre acteurs. C'est ce que faisait Francis Weber, où il emmenait ses comédiens comme Pierre Richard ou Gérard Depardieu 8 jours à la montagne, exact. Et ils apprenaient le texte, ils le lisaient, tout était su. Oui, alors sur une série policière, c'est pas utile, parce qu'ils peuvent se détester. Oui. Mais sur une comédie romantique, les acteurs doivent s'aimer. Et je pense que cet aparté où ils se sont réunis tous ensemble pendant je crois, 1 semaine ou 15 jours, je ne me souviens plus, ça a été vraiment une osmose. Et on l'a ressenti sur le tournage. Et on a une réalisatrice formidable, Pascal Pouzadou, qui a fait une mise en scène avec un très beau chef opérateur, de très beaux décors, de très beaux acteurs. On a essayé de faire quelque chose un peu d'atypique et qui peut plaire à tout le monde. Oui, parce qu'une comédie romantique à la télévision aujourd'hui, pourquoi c'est rare, justement? D'abord, c'est difficile à écrire. Et puis, c'est difficile à réaliser. Et puis, il faut des moyens qualitatifs, parce qu'on ne peut pas faire ça non plus dans des HLM. Donc, il faut quelque part un peu de prestige, un peu de fleurs, quoi. Oui, mais en même temps, convaincre une chaîne aujourd'hui pour l'audimat de faire une comédie romantique, c'est un combat. C'est pas un combat, c'était une volonté de la part d'Anne de mettre ça à l'antenne, et bravo à elle d'avoir eu le courage de nous soutenir toute cette période, et elle continue. Alors, l'histoire, c'est une fille qui est une loseuse en matière d'amour, et au départ, il y a un coup de téléphone qui ne lui est pas destiné. Non, elle se trompe. Elle pense que c'est son téléphone, c'est quelqu'un qui lui fait une déclaration d'amour. Elle rentre chez elle, elle s'aperçoit que c'est pas le sien, c'est une autre personne à qui est destinée cette communication. Elle décide de séduire et de conquérir la personne qui l'a appelée. Ce qui est une idée originale et en même temps qui permet de parler d'amour. Ça peut arriver. Oui, mais c'est parti d'une histoire vraie, non? Non. Mais on peut parler d'amour, de famille, d'amitié. C'est-à-dire que c'est des choses indispensables aujourd'hui dont on parle peu depuis quelque temps à la télévision. On a Evelyne Bouix qui fait le rôle de la mère qui est extraordinaire. On a, elle a ses 2 filles, une qu'elle préfère, l'autre qu'elle essaye de driver. C'est un sujet qui touche tout le monde, Alain Pancrazi. Moi, ça m'a un peu touché aussi. Hein. Oui. J'ai 4 filles, 3 filles et un garçon, donc
3 filles et un garçon, je me suis retrouvé un peu dans cette situation. Mais en même temps, ce sont des valeurs très importantes qu'on évoque peu à la télévision. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est peut-être pour ça que le public en a besoin. Ben, moi, j'ai retrouvé, puisque j'ai 3 filles et un garçon, à travers mes 3 filles, j'ai retrouvé un peu ces 3 copines qui sont complices et qui essayent d'aider sa copine à retrouver l'amour. Voilà, je trouvais ça mignon, avec 2 acteurs formidables, Vincentelli et Tom Leb, qui sont extraordinaires. Et en même temps, c'est pour les parents une façon de voir les enfants et réciproquement. Et surtout les enfants pour voir les parents aussi. Oui, mais justement, Oui. c'est une chose que, dans la vie qui n'existe pas beaucoup. Les parents et les enfants ne se retrouvent pas toujours. Il y a des secrets, il y a des tabous. Ben, surtout à notre époque où les enfants ont plutôt tendance à s'expatrier à l'étranger. Il y a plus ce côté familial où on se retrouvait tous les dimanches. Donc effectivement, le rapport entre mère et fille est important. Alors, le scénario devait être moderne parce que certains tabous ont disparu aussi à l'impocasie. Oui. C'est-à-dire Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était donc Emmanuel Patron et sa sœur qui ont écrit le scénario, formidable. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui veut rentrer dans un appartement et doit se faire passer pour gay pour rentrer. Donc j'ai trouvé ça extrêmement mignon et tendre. Oui, parce qu'il y a quelques années, à la télévision, c'était même pas la peine d'y songer. Non, mais moi, j'ai trouvé ça formidable. Je veux dire, en plus, Tom Leb interprète son rôle d'une manière magistrale et j'adore cette série. Voilà. Donc, mais en même temps, le côté gay, quand on voit que la Cage aux folles, au départ, a créé scandale. Non, mais oui, mais les premiers mois, c'était vide parce que la presse était très mauvaise, parce qu'on n'avait pas le droit de monter ce genre d'histoire au théâtre. mais c'est fini, ça. C'est fini, ça aussi. Oui, Ça c'est fini, c'est fini. Alors, ce scénario a été écrit avant et pendant la pandémie. Surtout pendant la pandémie, ça nous a permis d'écrire de manière extrêmement rapide. C'est sûr qu'avec Philippe, on a travaillé tous les jours. Il y avait des allers-retours entre les auteurs et nous en permanence. Il faut dire qu'ils ont été extrêmement créatifs et à l'écoute à la fois de la chaîne et de la production. Voilà. Mais en même temps, le producteur a son mot à dire, même s'il n'est pas scénariste à la Pancrasie. Oui, il a son mot à dire de manière diplomatique. C'est-à-dire Il faut discuter avec les auteurs d'une manière diplomatique. Voilà. Pour ne pas les blesser. Pour ne pas les blesser. C'est des gens sensibles, donc il faut en tenir compte. Alors, en même temps, le travail complémentaire, les auteurs ont évolué aujourd'hui. Il fut un temps où il y avait des auteurs qui écrivaient des pages et des pages qu'on ne coupait pas. Maintenant, ça a évolué. C'est fini. C'est-à-dire D'abord, aujourd'hui, les auteurs travaillent en couple ou en famille, ou à plusieurs auteurs se sont réunis. C'est ce qu'on appelle les ateliers d'écriture, ce qui n'était pas le cas à une certaine époque où les gens écrivaient tout seuls un scénario. Donc le résultat n'est pas le même. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus collégial. C'est plus collégial et puis ça ouvre beaucoup plus de perspectives que si on travaille tout seul chez soi. À moins que ce soit des idées personnelles. En même temps, il fut un temps où on amenait son scénario, on le tournait. Maintenant, il peut y avoir 10, 15 versions. Minimum. C'est-à-dire Il peut y avoir déjà plus que 10, 15 versions. Parce que déjà, un scénario, ça peut se travailler sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Hein. Nous, on a fait ça dans un délai record. Mais normalement, une série, c'est minimum entre le jour où on démarre et le jour où on le produit, c'est 2 ans. Voilà. Mais en même temps, ça veut dire quoi que ce scénario, il y a une première version, qu'on retouche des choses? Parce que le grand public ne sait pas, il faut lui expliquer. Alors, d'abord, je pense que le fait qu'on discute à plusieurs d'un scénario, on peut aborder des problèmes qu'on peut oublier, je veux dire, ou des situations qu'on peut améliorer. Chaque fois qu'on travaille un scénario, le fait qu'on travaille à plusieurs, ça élimine certaines choses et ça fait ressortir des choses beaucoup plus réelles auxquelles on croit. Voilà. En même temps, il faut que les auteurs l'acceptent. Il fut un temps où les auteurs ne l'acceptaient pas. Ils l'acceptent plus facilement en ce moment. Pourquoi? Parce que le métier a changé, parce que les séries ont amené ce genre d'écriture. Et puis c'est devenu, dans la façon de travailler, de manière plus consensuelle, travailler à plusieurs. La série et la télévision, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas voici quelques décennies à la Pancrasie. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous prenez l'avion. Dans l'avion, tout le monde parle de série, on ne parle plus de long métrage. Le cinéma, dans les discussions, 1 fois sur 2, on parle plus de séries que de long métrage. Oui, mais en même temps, toutes les chaînes et tous les réseaux sociaux ou Netflix ont beaucoup changé les choses. Énormément. Je veux dire, les gens adorent les séries. Mais au départ, quand vous avez commencé, c'était pas le cas à la Pancrasie. Moi, au départ, alors je ne sais pas si parce que ma mère est voyante, mais j'avais prévu que la télévision, il y a 20 ou 30 ans, allait prendre une importance colossale par rapport au cinéma. J'avais fait un article à l'époque où je disais que l'avenir de ce métier passait par la télévision. Est-ce que ça veut dire que le cinéma est condamné? Non, il n'est pas condamné du tout, mais il est différent. Et alors, d'ailleurs, vous y participez, parce que vous avez créé un festival du film Ciné-Banlieue. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est?
Alors, Ciné Banlieue, c'était grâce à TF1 qu'on a monté ce festival. Et on pouvait donner à certains jeunes issus de banlieue être accessibles au cinéma, aux chaînes, aux auteurs et aux réalisateurs. Donc, on a fait plusieurs festivals, on a produit des scénarios. Et ça a permis à certains auteurs de devenir réalisateurs et auteurs. Mais ça aussi, ce sont des risques. Ça se passait pas comme ça il y a des années. Non. Mais c'est un métier à risque. Moi, j'aime bien le risque. Et puis, vous avez créé un atelier d'écriture de la Fondation TF1. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Et justement, cette Fondation TF1, avec Samira, ça nous a permis de faire venir des auteurs issus des banlieues, de leur faire écrire des scénarios. Et il y a beaucoup plus de scénaristes qu'on imagine aujourd'hui. Oui. C'est un métier qu'on n'apprend pas dans les écoles. Ça s'apprend dans l'école au niveau technique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui apprennent comment écrire un scénario. Et c'est surtout, un scénariste doit aujourd'hui beaucoup se documenter, plus qu'avant. Il y a un travail en amont qui est très important et que je conseille chaque fois aux auteurs, avant d'écrire, de se documenter. Parce que la documentation est primordiale. Voilà. En même temps, je crois que vous prévoyez Diane de Poitiers avec Adjani et avec Depardieu. C'est aussi un gros travail de documentation. Non, mais là, c'est surtout José Dayan. Nous, on est venus en 3e position. Et c'était simplement, moi, j'adore José. J'ai fait ça par amitié pour elle. Et je trouve que c'est une femme formidable. Mais Depardieu, Adjani à la télévision, c'était inenvisageable voici quelques années. C'est José qui a amené Depardieu. C'est une femme extraordinaire et qui a une passion de ce métier et qui prend des risques en permanence. Diane de Poitiers, c'est pas un sujet très populaire au départ. Non, mais c'est un métier assez risqué. Pour financer ce genre de projet, c'est risqué. Et comment on fait dans ces cas-là? Parce que personne ne connaît Diane de Poitiers. Bon, il y a eu un film avec Lana Turner, je crois, et ça s'arrête là. José a un pouvoir de conviction assez important. C'est quelqu'un de formidable. Hein. Et vous, derrière, vous arrivez à... Moi, je l'ai aidé, mais de manière infime. C'était, voilà, on ne peut pas dire que je suis coproducteur, simplement infime. Je l'ai aidé là-dessus. J'ai donné un petit coup de pouce, voilà, amical. Alors, vous avez travaillé avec Alain Belmondo et vous avez aussi travaillé avec Alain Delon. Alain Delon, oui. Franck Riva. Oui, que j'adore. Qu'est-ce que c'est Aventure extraordinaire. Aventure extraordinaire. Alors, Monsieur Delon, que tout le monde... Moi, j'adore, voilà. J'ai travaillé 3 ans avec lui. On a eu des hauts, des bas. Mais à l'arrivée, je crois que je suis le seul producteur qui ne s'est pas fâché à l'arrivée. Oui. Voilà. Et j'ai trouvé... Mais pour travailler avec Delon, il faut l'aimer. Si on n'aime pas Delon, il ne faut pas travailler avec lui. Et il faut être respectueux comme il est. Donc si on est respectueux, il est avec vous. Voilà, c'est tout. Voilà. Et vous êtes arrivé au moment où il a commencé à dire que le cinéma français, son cinéma était mort. Donc la télévision, ça a été une ouverture pour lui. Oui, et puis c'est quelqu'un, contrairement à ce qu'on pense, de très ouvert, je veux dire. Après, j'ai même fait avec lui un unitaire pour TF1. Donc c'est quelqu'un de très ouvert, qui est très fidèle aussi. On l'a dit quelquefois brouillé avec Belmondo, sur la porte de la loge quand il jouait à Marigny, il y avait lui et Belmondo. Et un jour il m'a dit, le jour où Belmondo va mourir, je ne sais plus ce que je vais faire, il dit, je vais lui chanter au pied de sa tombe, et maintenant que vais-je faire? C'est exactement ça. Et c'est vrai que beaucoup de monde moi j'ai travaillé 3 ans avec lui, on est toujours en contact, hein, et c'est quelqu'un de formidable. Et les stars, justement, est-ce qu'elles existent encore aujourd'hui? Ou est-ce que le monde a changé? Je pense que des stars sont éphémères en ce moment. Oui, c'est-à-dire que les Delon, les Belmondo, Oui. Depardieu, On est stars d'une période très courte à aujourd'hui. Comment on l'explique? Parce que tout est court, tout est rapide, tout est Kleenex aujourd'hui. Et ça vous inquiète pas, tout ça? Non. Moi, je vis aujourd'hui, je viens ici, je suis content d'être là, je suis content de faire ce métier, je suis content, voilà, de tout ça. Et il ne faut pas pleurer sur le passé, les choses changent, il faut s'adapter. Voilà. Et il y a aussi un auteur de romans très célèbre que vous avez mis dans le cinéma et la télévision, c'est Marc Lévy. Ah, Marc Lévy, j'adore. C'est un des plus grands auteurs français aujourd'hui. C'est un des plus grands auteurs français qui vend le plus depuis 20 ans. Voilà. Et vous l'avez amené à la télévision, Alain Pancrazy. Je ne l'ai pas amené, disons, on s'est associés pour aller ensemble à la télévision. Et pour avec son agent qui est Susanna Léa, qui est une agent formidable. Et c'est vrai qu'on fait une association parfaite. Il écrit en ce moment un scénario. Oui, il écrit encore il écrit des scénarios, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais le roman et la télévision, le roman et la télévision, c'est pas la même chose. Il faut l'adapter. Donc, le roman et la télévision, c'est pas la même façon quand on lit un roman quand on voit un film. Je pense qu'il y a une adaptation qu'il faut se faire et qui doit donner le résultat auquel on s'attend. On ne peut pas adapter un roman d'une manière
littéraire, c'est impossible. De même, une série télé peut pas faire un roman. Exactement. L'amour presque parfait, ça ferait pas un roman. Non. Non. Ça pourrait faire un petit livre. Un petit livre. Mais en même temps, ça fait 6 Et tout le monde épisodes. l'achèterait. Hein. 6 épisodes qui sont diffusés sur France 2. Ce soir, donc, ce sont les 3e et 4e épisodes, je crois. 2e, 3e et 4e, et le mercredi prochain, le 5e et 6e. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Alain Pancrazy de cette passion que vous cultivez. Oui. Continuez à la cultiver plus que jamais. Merci de ce rendez-vous. Merci de m'avoir accueilli. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.